RTNC, le journal. 13h30 à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Un SOS à la une de ces mercredis. L'avenir de ces bébés siamois que vous allez regarder dans le minute qui suivent dépend de votre générosité. Le compte à rebours est déjà lancé pour leur opération. Feu de moyens, le parent a lancé un SOS. Constance Mananga sera l'invité de ces journaux à ces sujets. De la boue en permanence au marché, Tipka, une situation d'apparence désagréable, mais qui donne naissance à une forme rare de métier, le lavage de pieds des acheteurs et la location de bottes. Madame, messieurs, bonjour. Il y a de nouvelles qui attristent parfois l'âme et qui demandent notre sympathie. L'avenir de ces bébés siamois que vous allez regarder dans le minute qui suivent dépend de votre générosité. Le compte à rebours a été déjà lancé pour leur opération. Faute de moyens, le parent a lancé un SOS. D'un bon travail. Il y a une dame qui était venue, une gestante qui était venue accoucher. Elle a accouché par voie haute. Nous avons fait une césarienne. Nous avons eu deux enfants, deux jumeaux, avec siamois. Ils sont là. Les deux jumeaux sont là. Ils sont vivants. Et deux sont de sexe masculin. Nous, ici, dans notre centre de santé de référence de Misaï, dont je suis médecin directeur, nous n'avons pas assez de matériel ou de possibilités pour opérer ces enfants. Nous sommes limités à notre niveau. Nous avons aussi des spécialistes ici au Congo, ou soit en dehors du pays qui pouvaient le faire. Nous vous demandons l'aide pour que ces enfants se retrouvent entre les mains de nos confrères spécialistes qui pouvaient les opérer. Ces jumeaux ont vraiment besoin de votre contribution. Nous sommes à la province de Kwilu, à la zone de santé de Kikongo. Je crois que cette information va nous apporter une assistance même de nos chefs de division afin que nous puissions retrouver ces enfants quand ils seront si grands. Peut-être qu'ils pouvaient venir nous visiter aussi. Et pour en parler, nous sommes sur ces plateaux avec Constance Mananga, analyste maison en santé à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Gaëtan Magalano. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire dans pareil cas? Dans pareil cas, avant peut-être de répondre à votre question, Gaëtan, il faut circonscrire, il faut dire que les jumeaux siamois dont on parle, ce sont les jumeaux dont leur séparation n'a pas été complète pendant leur gestation. Donc on dit, en biologie, on dit c'est une anomalie de la segmentation. Il y a une segmentation qui s'est faite lorsqu'il s'agit des jumeaux. Il faut dire que ce sont des vrais jumeaux. Ce sont les vrais jumeaux parce que les faux jumeaux, c'est une anomalie de la fécondation. Donc il y a deux ovules qui sont fécondés. Mais ici, ils viennent, ce sont des siamois d'un embryon monozygote. Et dans pareil cas, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Dans pareil cas, il faut justement, on peut arriver à les séparer. Parce que ça dépend aussi, l'opération dépend de la partie dont ils sont, de la région pour laquelle les organes sont rattachés et il faut les opérer. Il faut les opérer, on peut réussir à faire cette opération. Exactement. Constance Mananga, une question mais tarote l'esprit. Au cas où la logistique locale ne correspond pas, est-ce qu'il faudrait-il envisager une intervention à l'étranger? Bien sûr, les médecins d'ailleurs l'ont dit aussi. Ici, et c'est vrai, on a des spécialistes, les spécialistes sont là. Il faut peut-être envisager aussi évacuer ces siamois-là, on peut bien les faire, mais il suffit de le faire comme il se doit. Mais ici, il faut dire qu'en RDC, nous avons des spécialistes qui peuvent faire ça. Il faut un plateau technique adéquat pour faire cette opération. Dernière question, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse précise au cas où une personne de bonne volonté voulait intervenir pour aider cette famille? Bon, je crois que la personne de bonne volonté peut contacter la rédaction, puisque la rédaction a diffusé cette information-là. C'est SOS de ces médecins-là qui vient de Kwilu. La personne de bonne volonté peut
tout de suite contacté la rédaction française de la radio-télévision nationale congolaise et la rédaction sait comment il peut faire parvenir ses besoins aux personnes intéressées. Merci Constance Malanga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste maison en santé. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une délégation des anciens premiers ministres réunis au sein de la fondation de leaders de paix. L'insécurité dans la partie est de la RDC causée par l'agression rwandaise touche le monde entier, selon l'ancien premier ministre français. Retour en image. L'intégrité territoriale et la paix durable en République démocratique du Congo préoccupent au plus haut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette logique que le chef de l'État a reçu ce mardi 21 mars 2023 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine une délégation des leaders pour la paix conduite par Raffarin, l'ancien Premier ministre français. Ce regroupement d'une quarantaine d'anciens présidents et premiers ministres des différents pays qui travaillent pour la promotion et l'identification du chemin de la paix était venu voir le chef de l'État afin de faire le tour d'horizon du pays sur la paix essentiellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons été reçus par Monsieur le Président de la République. Avec lui, nous avons fait un tour d'horizon de la situation dans le pays, naturellement à l'est, avec cette guerre extrêmement meurtrière qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire, avec ces populations déplacées, ces familles violées, ces enfants déracinés. Et donc nous avons fait l'état de la situation, la mobilisation diplomatique internationale et le besoin que le Congo ressent que d'avoir une plus grande mobilisation de la communauté internationale sur cette guerre. Et puis nous avons parlé aussi de la force interne du Congo pour faire face à ces difficultés, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui les rapports de force sont importants, il doit y avoir des élections, il faut que cette étape importante de la démocratie du pays, avec sa transparence, avec le processus qui est aujourd'hui en place, puisse être un temps fort pour redonner toute la force nécessaire à ce pays dans une situation qui est particulièrement douloureuse, notamment à l'Est, avec des souffrances personnelles qui touchent toute la communauté internationale. Cabinet Komara, ancien Premier ministre guinéen, est resté quant à lui impressionné par la volonté du chef de l'État de mobiliser toutes les organisations sous-régionales pour la paix en RDC en vue de la tenue dans le délai des élections apaisées en République démocratique du Congo. Je sais que nous avons été extrêmement impressionnés par la volonté du président de coopérer avec l'ensemble des organisations sous-régionales pour mobiliser toutes les forces pour accompagner le Congo. Et je dois dire que aussi ce qu'il nous a dit pour les élections, à savoir sa volonté de tenir les élections à date, mérite que ceci soit accompagné par la communauté internationale pour que, enfin, comme l'a dit M. Raffarin, ces élections soient tenues à date et c'est très important pour renforcer le Congo. La Fondation des leaders de la paix reste mobilisée pour la promotion de la paix et la cohérence en République démocratique du Congo. Dans le registre des élections, la RDC est déterminée à aller aux élections. Deux assurances de Denis Kadima, président de la CENI, président de la Fondation de leaders de paix et ancien Premier ministre français. La République démocratique du Congo a les yeux tournés vers les élections qui profilent à l'horizon. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a reçu en audience l'ancien Premier ministre français et président de la Fondation Leader pour la paix, Jean-Pierre Raffarin. À l'issue de cet échange, Jean-Pierre Raffarin a circonscrit cette visite. Nous sommes heureux de constater qu'un processus ici a été engagé et nous souhaitons vraiment que les élections puissent se dérouler normalement, avec la transparence nécessaire, puisqu'au fond, on voit que le peuple congolais est soumis à beaucoup de souffrances, notamment dans les régions de l'Est, et que pour se défendre, il a besoin de force, et la force, ça vient souvent de l'organisation de l'État et de l'organisation du pouvoir central, qui doit pouvoir être capable de mobiliser toutes les forces pour défendre sa population. Les élections sont donc nécessaires à la force d'un État aujourd'hui, et nous sommes heureux de constater qu'il y a beaucoup de gens au travail sur ce sujet ici en RDC.
Par ailleurs, l'ancien Premier ministre français s'est montré compatissant vis-à-vis du peuple congolais qui fait face à l'insécurité dans la partie est du pays. Pour sa part, Madame Clara, directrice régionale de AIFES, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au numéro 1 de la CENI pour la conduite du processus électoral. Le point principal de la rencontre, c'était de changer comment continuer à appuyer la CENI vers les élections. C'est un travail de longue date, une vision de longue date. C'était le point principal, c'était l'appui, comment continuer à appuyer la CENI. À noter que la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES, travaille en synergie avec la CENI depuis le processus électoral issu de la transition de 2003. Rendons-nous au Parlement congolais. Adoption à la Chambre basse du Parlement du calendrier de travaux de la session ordinaire de mars. Pour cette session de mars, 14 nouveaux projets de loi, y compris 53 arriérés, sont retenus. Dans les matières législatives, 4 textes de loi transmis au Sénat pour examen en seconde lecture, une loi modifiant et complétant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie renvoyée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une nouvelle délibération. 53 projets de loi sont des arriérés législatifs, 14 nouvelles matières. Ainsi, l'Assemblée plénière a adopté, moyennant amendements et observations, le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023 et la répartition des matières en commission. Conduite par le président Christophe Mbosso-Kodiapwanga, les élus nationaux ont soumis au débat quelques matières. À titre d'exemple, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs en bâtiments et travaux publics a été supprimée du calendrier par son auteur, ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal dans la lutte contre la corruption. S'agissant du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives, nationales, provinciales, municipales et locales, une rencontre est prévue entre le bureau de l'Assemblée nationale et celui de la Commission électorale nationale indépendante. Les yeux de toute la planète sont rivés vers la RDC. Son bassin représente un espoir dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le sens même des échanges qui ont eu lieu à la primature entre Jean-Michel Sama-Lukonde et une délégation de la COP 15. Regardez. La République démocratique du Congo est un pays incontournable dans la lutte contre le réchauffement climatique mondial, de par entre autres son bassin. Alain Richard Ndoaï, président de la COP 15, l'a reconnu. La rencontre de sa délégation avec les premiers ministres, c'est pour que Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge puisse faire entendre sa voix au niveau des instances supérieures de la République démocratique du Congo, son plaidoyer des luttes contre la désertification et la dégradation du sol. Le numéro 1 de la COP 15 s'est réjoui des échanges enrichissants qu'il a eu avec les chefs du gouvernement qui prouvent à quel point les autorités de la République démocratique du Congo tiennent à résoudre le problème de la déforestation, de la lutte contre les changements climatiques et de la préservation de la biodiversité. Donc la République démocratique du Congo est un pays incontournable pour nous, qui peut présenter un nombre de solutions pour la lutte contre le fléau que nous défendons. Et venir ici voir le Premier ministre, pour moi important parce qu'il faut porter le message au plus haut niveau donc de responsabilité d'un pays, et le bureau du Premier ministre est tout à fait indiqué pour que nous puissions porter le plaidoyer de la lutte contre la désertification et la dégradation des sols. La conférence de Montréal, dite COP 15, tenue en 2022, a entre autres comme objectif la protection d'au moins 30% de la planète d'ici 2030, la restauration d'au moins 30% de l'écosystème et l'augmentation des financements en faveur de la population. Dans un autre chapitre, le commandant du service national a supervisé la récolte de maïs à Kananga. Le général-major Jean-Pierre Kassongo a aussi inspecté les travaux de construction des écoles modernes, œuvre de bâtisseurs du service national. Joseph Oscar Mbalkaïj. Des centaines de milliers de tonnes de maïs récoltées à Kananga pour juguler la pénurie de cette denrée devenue presque rare et chère à travers le pays. Cette première récolte de la saison agricole A du service national vise à lutter contre la faim et la dépendance alimentaire. Lorsqu'il y a pénurie dans le Katanga, le Kasaï peut aller en rescousse. Comme nous le voyons d'ailleurs, ces derniers temps, le maïs vient
Katanga pour le Kasaï. Le Congo est béni partout. Nous avons un bon sol, nous avons une bonne pluviométrie. La joie était à son comble parmi ces femmes. Un bâtiment de 18 salles de classe équipées, en plus des bureaux administratifs, cette école construite dans la commune d'Nganza est l'œuvre du premier bataillon des bâtisseurs du service national. La plupart de ces jeunes sont issus des mouvements des jeunes désœuvreux, communément appelés Kuluna, aujourd'hui totalement transformés. Ils sont maintenant utiles à la nation. Ces salles de classe n'attendent que recevoir des élèves. Des écoles de ce genre, Kananga en comptera 3. C'est notamment au village de Kanyoka et à Katoka, également à Chimbulu, dans les territoires de Dibaya, Ndemba et Kazumba ne sont pas en reste. Ici, les travaux de construction des écoles modernes avancent à pas de géant. Le service national veut construire une école par territoire. À retenir que ces constructions n'ont rien à voir avec ce qui s'est fait dans le cadre du programme de développement à la base des 145 territoires. Et puis, le travail de construction dans les différents chantiers de 9e jeu de la francophonie avance à grands pas. Constat fait par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Érudis Kitoto. C'est pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux sur les différents sites qui vont accueillir le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa que le ministre d'État des Infrastructures a inspecté les sites à Raphaël et des Martyrs. Alexis Guissaro Mouvouni a rassuré les entreprises qui exécutent les travaux de la volonté du gouvernement de disponibiliser les moyens financiers afin qu'elles respectent la date butoir des fins des travaux. Ces jeux de la francophonie sont une priorité pour le gouvernement. C'est l'un des grands événements qui sont attendus ici en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, c'est par la volonté du chef de l'État que ces Jeux vont se tenir ici. Et nous, en tant que gouvernement, nous sommes là pour matérialiser justement cette volonté. De manière générale, nous avons constaté qu'en termes d'exécution physique, nous atteignons à peu près les 60%. C'est un peu relatif selon les chantiers. Les dispositions sont prises au niveau du gouvernement aujourd'hui en termes de financement, en termes de facilitation, d'importation, des services au niveau de la douane. Toutes ces choses, nous, en tant que gouvernement, nous voulons garantir cela pour la bonne fin des travaux. Au stade de Martyr, le ministre d'État a félicité l'entreprise CGC qui est en avance par rapport aux différentes entreprises. Alexis Guissaro a mis l'accent sur les normes et la qualité requise des travaux. Durant 4 jours, les fils et filles de l'Ituri réfléchissent sur la problématique au sujet du retour de déplacés dans leur village d'origine et le développement de la dite province. La paix ne se résume pas à deux intentions simples et déclarations, a martelé le président de la communauté Emma. C'est parti ce mardi à Bounia. Le dialogue sur la paix et la cohésion sociale réunissant les fils et filles Emma. Durant 4 jours, toutes les questions liées à la problématique du retour des déplacés dans leur village d'origine, de la sécurité, le développement et bien d'autres seront passées au peigne fin. Ces assises viennent en appui aux efforts de la paix amorcés par l'administration militaire de l'Ituri, a reconnu Dr Lonema Vajero, président de la communauté NT. Souvenons-nous toujours que la paix ne se limite pas à des simples et vaines déclarations d'intention, mais elle doit se concrétiser dans le comportement quotidien de l'individu. Devenons-nous de nouvelles créatures, laissant tomber toute rancœur, toute vengeance, toute parole et tout acte violent, et revêtons-nous de paix, d'amour, de pardon et de réconciliation. Au vice-gouverneur policier de l'Ituri, au nom de son titulaire en mission, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, d'inviter les participants à transcender leurs différends au profit de la paix. Et si nous ne cherchons pas nous-mêmes la paix, Dieu ne nous donnera pas sa paix parce que nous sommes en désaccord avec lui. Que personne ne fera partie, personne de là où il est. Là où vous avez construit votre maison, c'est votre pays, votre terre, votre domaine. À la recherche de la paix, et pour une paix durable,
En ces mots, je vous encourage à travailler. Signalons que ce dialogue intracommunautaire EMA intervient après celui organisé par la communauté Lori et Bira. Ces travaux vont aboutir à la mise en place d'une feuille de route pour la paix définitive en Ituri, souhait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur des intérêts vitaux. Parlons justice. Ils ont séché l'audience à la prison centrale de Makala alors que la haute cour militaire devait aborder le fond de l'affaire. Les avocats du député Mwanga Tchouchou, poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, ont brillé par leur absence. Marie-Pascale Kalanka. C'est à la prison centrale de Makala, lieu d'incarcération des deux prévenus, à savoir le député national Edouard Mwanga Tchouchou Izi et le commissaire principal Robert Mouchamali Roy, que la haute cour militaire qui les juge en procédure de flagrance a tenu sa 5e audience dans cette cause. Les accusés sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Alors que la haute cour militaire devrait aborder ce mardi 21 mars 2023 le fond de l'affaire, les avocats de la défense du prévenu député national Mwanga Tchouchou, élu du Nord Kivu, ont brillé par leur absence à cette audience, alors que la remise a été contradictoire à l'égard de toutes les parties, a fait savoir le juge président. Ce qui n'a pas permis à la Cour de poursuivre l'instruction de la cause, car l'accusé principal a exprimé son refus de répondre aux questions des juges sans être assisté de ses conseils. Le ministère public, dans ses avis, a soutenu que la demande de la remise sollicitée par le prévenu Mwanga Tchouchou Izi est fondée pour respecter ses droits. La haute juridiction militaire a donc fait droit à la requête du dit prévenu et a renvoyé la cause à la huitaine, c'est-à-dire le mardi 28 mars 2023, toujours au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, à 9h précises. À la RTNC, le banc syndical et l'employeur s'y sont convenus sur l'amélioration de conditions de vie des agents et cadres de la chaîne nationale à l'issue d'une réunion paritaire présidée par Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC. Le parti a procédé à la signature d'un document à ces sujets. Retour en image. Ces signatures apposées par les deux partis, les bancs syndicales et les bancs employeurs, représentés par Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo, en présence du PCA, Floribert Loboto, et du DGA, Joseph Adolphe Voto, ainsi que les administrateurs de la RTNC, sanctionnent la clôture des séries de réunions de la commission paritaire. Le personnel de la RTNC doit se réjouir parce que le banc syndical a tenu bon sur toutes les matières pour lesquelles ils ont souhaité obtenir certaines garanties. Nous leur avons accordé, d'autant plus que c'est pour les travailleurs que nous sommes là. Et donc tout ce qui nous a permis de faire avancer les droits de travailleurs ont été accordés. Ces travaux se sont tenus dans de très bonnes conditions, dans une collaboration entre le banc employeur comme syndical. Il y a eu très peu de questions qui fâchent, donc des questions divergentes. À chaque fois, nous avons privilégié l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt des travailleurs. Et c'est ce qui aujourd'hui, pour la RTNC, permet à ce que, pour la première fois, nous puissions signer ce document, donc le rapport de la paritaire. C'est une première dans l'histoire de la radio-télévision nationale congolaise où les deux partis ont pris la résolution d'améliorer le fonctionnement de la chaîne nationale et les conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise publique. Tous les domaines de la RTNC étaient passés au peigne fin. Parmi les résolutions prises, il y a notamment les renouvellements des matériels, la numérisation des rédactions télé et radio, ainsi que l'intégration de la RTNC 2 et 3 dans les bouquets Canal+. L'acquisition des véhicules pour la facilité de la mobilité du personnel, ainsi que la mise en place d'un service de documentation, constituent également des points qui étaient débattus. Les avancées saluées par tous, parmi lesquelles nous atterrissons en douceur, que c'est une victoire. Ce qui nous a plu le plus, désormais, tout travailleur de la RTNC qui décède va bénéficier de son salaire pendant 6 mois, de l'entièreté de son salaire. Après 6 mois, au 7e mois, on va défalquer sur ce salaire le transport au service et la prime, parce qu'il ne preste plus, mais il va continuer à percevoir son salaire
sa rémunération jusqu'au jour où l'employeur va lui payer son décompte final, comme nous avons dit, calculé conformément à la convention collective de la RTNC, qui est vraiment avantageuse pour le calcul du décompte final. Madame le directeur général Sylvie Lengue-Niembo s'est dit très satisfaite du travail abattu qui va contribuer à améliorer le fonctionnement de la RTNC et aussi à rendre cette télévision compétitive. Et puis, une mission d'évaluation a été faite à la Caisse nationale de péréquation pour booster le développement de la province du Tanganyika. Province nantie et moins nantie, le développement harmonieux reste le point de convergence entre entités territoriales décentralisées. Quoique potentiellement riche, le Tanganyika a besoin de la Caisse nationale de péréquation pour son développement. Ponts, routes et autres ouvrages d'intérêt communautaire, la gouverneure de cette province, Julie Ngungwa, résume sa politique en un mot: désenclavement. Nous connaissons un problème très sérieux d'infrastructure, la réhabilitation de routes, la construction de ponts. Et aujourd'hui, la province se retrouve presque enclavée. Donc, j'ai des problèmes à accéder au territoire. J'ai 6 territoires et surtout pendant la saison des pluies, c'est impossible. Et là, j'avais demandé au DG d'intervenir le plus vite possible, que j'ai l'accès au territoire. Une clé des répartitions déjà connue, le directeur général de la Caisse nationale des péréquations, Jacques Koko Moulongo, précise la hauteur de l'apport. Nous lui avons donné la clé de répartition lui concernant par rapport à la gestion de la province qui, logiquement, devait avoir un pourcentage plus élevé. Mais étant donné que la pyramide est renversée, vu le développement que Tanganyika est en train de connaître, donc son pourcentage ne peut que baisser. Ces routes à l'interne, comme les routes de desserte agricole, ainsi que les ponts qui sont dans notre plan d'action pour le développement de cette province-là. Avec ses près de 2 482 000 habitants, sur une superficie de 134 940 km², les Tanganyika, en dehors des ressources minières, a plus que besoin des routes, des dessertes agricoles pour revaloriser ses terres et se hisser au rang des greniers agricoles. Si le Christ a lavé le pied de ses disciples le jeudi saint, ne soyez pas étonnés de voir les acheteurs se faire laver le pied au marché de la boue en permanence de Tipka, un métier de circonstance qui a vu le jour dans ces lieux de négoce. Constat de Cédric Kenina. C'est le célèbre marché Tipka. Cette boue permanente a engendré d'autres formes de métiers et commerces. La location des bottes et lavage des pieds. Et oui, une activité lucrative qui nourrit son nom. Papa a biso na Zigida awa, soko za na butite, orokata te, orokota pe na kati, orosomba ta biloko te. Ici chez nous au marché Zigida, si vous n'avez pas de bottes, vous n'entrez pas. Nous voulons que le gouvernement s'implique pour sa réhabilitation. L'on peut ni vendre ni acheter sans bottes. Gouvernement ya papa mokonzi aya kosunga biso awa na Zigida awa. L'on plaide pour la réhabilitation de ces marchés où des vies humaines ont été arrachées brutalement par un Antonov qui a raté son décollage. L'on se souvient encore. Une réhabilitation qui n'est visiblement pas du goût de tout le monde, car la location des bottes, du moins, ceux-là qui en pratiquent, risquent d'en faire les frais. Pas de bottes, vous n'entrez pas. Moi, je lave les pieds des gens qui entrent sans bottes et moi, je vis avec ça. Et si vous décidez de réhabiliter ces marchés, notre boulot c'est fini. Les marchés à la boue, qualificatif peu flatteur, serrer les fruits selon les témoignages recueillis sur place d'un désordre dans les constructions qui empiètent sur l'emprise publique et bouchent certains collecteurs. Au-delà d'un simple constat, ces marchés ont aussi, dans une moindre mesure, les symboles de la résilience des Quinoises et Quinois. Tout à fait autre chose. En mission officielle dans le territoire d'Ilebo, Marie-Louise Kinda, ministre provinciale en charge des hydrocarbures, transport et pétantique, a sensibilisé la population sur l'enrôlement massif.
Mission officielle dans les territoires d'Ilebo, Marie-Louise Nkinda-Kumambangue, ministre provinciale en charge des transports, hydrocarbures et pétentique, a sensibilisé la population de tous les 4 secteurs qui composent les territoires d'Ilebo à s'enrôler massivement pendant cette période de la révision du fichier électoral qui tend déjà à la fin dans la 2e zone opérationnelle. Dans sa ronde de sensibilisation qu'elle a débutée par le Sud-Banga, Basongo, Mapango natal pour chuter dans la cité d'Ilebo, Marie-Louise Nkinda a été accueillie chaleureusement par le sien partout où elle est passée. Chants et danses traditionnelles et Lélé étaient au rendez-vous pour ainsi souhaiter la bienvenue à cette digne fille du terroir qui foule ses pieds sur les sols de ses ancêtres en sa qualité de membre du gouvernement Piémé. À Mapango natal, qui est aussi sa base électorale, Marie-Louise Nkinda a tenu un méga meeting populaire devant une foule en liesse qui lui a réservé un accueil sans pareil. Marie-Louise Nkinda a, au cours de ces meetings, sollicité un second mandat en faveur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le souci de reconstruire la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Nous sommes venus sensibiliser la population du territoire d'Ilebo à s'enrôler massivement pour avoir de représentants au niveau provincial ainsi qu'au niveau national et aussi accorder un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre du programme de développement, à la base de 145 territoires, l'évêque d'Idiofa a signé un protocole d'accord avec l'Agence nationale de services énergétiques en milieu rural et périurbain pour l'électrification de 6 coins de la RDC. Suite au programme de développement local de 145 territoires prôné par le président Félix Tshisekedi, le diocèse d'Idiofa, par son évêque, Monseigneur José Moko, vient de signer un protocole d'accord avec l'Agence nationale de l'électrification de services énergétiques en milieu rural, périurbain, en serre. C'est dans le but d'électrifier une quarantaine de paroisses du diocèse d'Idiofa. Vous vous souvenez qu'au mois de juin dernier, sur demande de son Excellence le Président de la République, nous avons donc installé à Idiofa et plus précisément à Ipam environ 5 centrales, 5 micro-centrales solaires donc, que nous avons installées sur place. Aujourd'hui, on peut dire 7 mois, 8 mois après, nous avons passé les essais. Donc on a observé une période d'essai, donc ça marche très très bien jusqu'aujourd'hui. Et donc nous sommes en train de passer la main au diocèse d'Idiofa. L'évêque du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko, n'a pas hésité d'exprimer ses sentiments. Sans l'électricité, sans l'énergie, on ne peut pas parler de développement. Avec ce concept, je pourrais dire sans embâche que c'est un début de prise en main des milieux ruraux. Rappelons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à l'épanouissement, notamment socio-économique, des infrastructures et de l'énergie de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu en français, en lingala, chiluba, kikongo et swahili sur la RTNC et la RTNC.cd. À très bientôt.